Scène incroyable en commission, regardez bien ce qui va suivre. Le rapporteur interroge la légitimité de faire payer les Français pour accéder à des archives qui leur appartiennent, financées à 150 millions d'euros par an par l'État. Le président de l'INA défend le modèle payant avec une comparaison douteuse de la SNCF qui sonne creux face à l'argument patrimonial. Est-ce un point de rupture pour vous? Dites-le nous en commentaire. Je voudrais maintenant peut-être qu'on ouvre le deuxième sujet, notamment de cette commission d'enquête, sur le fonctionnement et le financement des entreprises de l'audiovisuel public. Donc je voudrais revenir sur notamment le coût, votre budget, l'évolution de vos dotations. Si j'en crois le projet de loi de finances pour 2026, les dotations publiques que vous versera cette année l'État à l'INA s'élèveront à 150 millions d'euros. C'est l'équivalent du budget de fonctionnement. Alors, je vous laisserai préciser sur le montant exact. Hein. Peut-être que ce que j'ai pu lire dans le projet de loi de finances n'est pas tout à fait exact. Je voudrais simplement revenir sur votre modèle économique parce que, je vous l'ai dit en introduction, moi je suis très attaché au contenu de l'INA. Je suis notamment abonné des fameuses Madeleines, donc je m'acquitte des 30 euros par an ou des 2,99 € par mois, ce qui peut paraître un montant anodin, mais on sait la mobilisation que certains groupes parlementaires ici à l'Assemblée ont fait lorsque les 5 € d'appel ont été rabotés chaque mois. C'est pas juste un montant anodin, surtout quand on voit les dotations publiques qui sont fournies à l'INA chaque année. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de précisions sur votre modèle économique? Comment est-ce que vous êtes financé et pourquoi, alors que l'INA et un peu les archives représentent les archives nationales qui doivent être accessibles au plus grand nombre, à des millions de Français. Pourquoi faire ce choix de demander à des gens qui veulent accéder à ces archives une contribution financière, même de 3 € par mois? Pourquoi avoir réalisé ce choix? Alors c'est tout le sujet central des modalités de financement du service public. La contribution à l'audiovisuel public antérieurement, puis désormais la dotation budgétaire qui lui a succédé, ont vocation à financer les missions de service public de l'INA, que j'ai rappelé tout à l'heure. La difficulté, c'est que le développement, les capacités de développement, de croissance et de respect des missions des organismes de l'audiovisuel public repose également sur la capacité, la possibilité d'aller chercher des ressources commerciales quand la ressource publique est insuffisante. Alors, on peut se poser la question, effectivement, de la tarification de l'exploitation de certaines archives. En réalité, une partie des productions de l'INA sont accessibles au grand public, mais si on veut valoriser le reste des archives, si on veut les valoriser correctement, les restaurer, les mettre à disposition. Donc, si vous êtes un fidèle de Madeleine dans des standards de qualité qui sont de très haut niveau, on est obligé d'aller chercher le financement pour le faire. Et aller chercher le financement pour le faire, c'est un financement qu'on va chercher sur l'usager. C'est une question assez transverse du service public. Je ne sais pas si la comparaison est strictement acceptable, mais le contribuable a pu payer un réseau ferroviaire très cher et on considère qu'il est légitime que ceux qui utilisent les transports, qui utilisent en priorité ce réseau ferroviaire, payent leur billet de train. C'est un peu la même logique et elle traverse à peu près tout le service public. Ne pas le faire et ne pas le faire payer, si je comprends, si j'essaie de décrypter votre question, ne pas le faire payer, ça reviendrait à demander de la redevance ou de la contribution publique supplémentaire. J'ajoute un deuxième point, c'est que s'agissant de ces produits spécifiquement, ça nous permet de rémunérer les ayants droit
puisque nous percevons des recettes commerciales et que nous ne pourrions pas rémunérer les ayants droit si c'était financé uniquement sur de la contribution publique. Donc ça permet aussi de respecter l'ensemble de la chaîne de droit et les créateurs concernés. Voilà, donc il peut y avoir débat avec l'État, avec la tutelle, avec la représentation nationale sur la part du financement propre qui doit être celui d'une entreprise ou d'un établissement de l'audiovisuel public. Pour ma part, je considère, même si je continuerai à demander ce qui me semble nécessaire et légitime pour financer la part des missions de service public, je pense qu'il est de notre responsabilité d'aller maximiser les recettes propres des entreprises publiques parce que c'est la période qui le justifie. On connaît l'état des finances publiques. Merci pour votre réponse. Effectivement, les 150 millions d'euros que je citais, c'est le budget de l'INA, donc il y a une partie de dotation publique. Quand on le compare, et j'essaie de le comparer avec des éléments comparables, notamment les dépenses d'archives de l'État, elles s'élèvent à 53 millions d'euros tout compris. Et je parle des archives nationales, mais aussi de l'ensemble des dépenses de l'État en la matière. Quand on compare ces deux budgets, est-ce que vous jugez acceptable de demander aux Français qui veulent accéder à ces archives qui leur appartiennent, d'une certaine façon, c'est un actif public, de payer un abonnement chaque mois? Voilà, pardon d'être insistant, mais c'est tout le sens de ma question. Quand on compare ces deux budgets, on peut se dire que plus de 150 millions d'euros, c'est une somme qui est importante. Pourquoi alors décider de rendre payant l'accès à ces archives qui sont des actifs publics qui appartiennent aux Français? La réalité, alors d'abord sur le différentiel de montant par rapport aux archives, je ne connais pas dans le détail leur structure de coût, mais la réalité c'est que l'INA aujourd'hui est devenue une entreprise technologique, une entreprise de haute technologie qui exerce son métier et notamment l'ensemble du dépôt légal ou le recueil des archives avec des outils qui ont nécessité des investissements considérables. On n'est pas exactement sur le même processus de recueil des archives pour l'un et pour l'autre. J'en reviens à votre question sur la tarification. La réalité, c'est que si nous n'étions pas en mesure de facturer cette mise à disposition exhaustive et intégrale des documents que nous mettons sur Madeleine dans une qualité, je le répète, de très haut niveau, nous ne le ferions pas car nous ne saurions pas le financer. Donc, qu'est-ce qui se passerait? Nous conserverions nos archives, nous remplirions notre rôle, une partie de notre rôle qui consiste à effectivement recueillir l'ensemble des archives audiovisuelles, assurer le dépôt légal par ailleurs, et nous laisserions la poussière dessus sans être en capacité de les exploiter davantage que quand on les met par courts extraits à la disposition du grand public. Donc c'est une question que peut tout à fait poser la représentation nationale pour changer le mode de financement. J'ai envie de vous dire, si la représentation nationale considère à un moment que cette mise à disposition extensive, qui est un progrès, qui a considérablement changé l'exposition des archives audiovisuelles du pays, qu'elle doit être faite à titre gratuit, ça justifiera un financement par la ressource publique complémentaire. Je ne suis pas sûr que ce soit à l'ordre du jour, mais je m'en réjouirais si c'était le cas. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.